Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information au sommaire. Par 3 fois, il a échappé à la mort. Il aurait finalement été terrassé par une crise cardiaque. Le président Pierre Nkurunziza a tiré sa révérence ce lundi 8 juin. Ce décès soudain aura-t-il des conséquences institutionnelles pour le Burundi? Élément de réponse dans ce journal. L'état d'urgence sanitaire, une nouvelle fois prolongé en République démocratique du Congo. Une prorogation de 15 jours décidée au moment où le pays vient de franchir la barre des 4000 cas confirmés de Covid-19. Et puis le Ghana poursuit le processus de dématérialisation de son administration. Tous les services financiers publics sont désormais centralisés sur ghana.gov, une plateforme unique d'e-paiement. Les drapeaux sont en berne au Burundi. Le président Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, est décédé ce lundi 8 juin à l'hôpital du cinquantenaire de Karuzi, officiellement des suites d'un arrêt cardiaque. 7 jours de deuil national ont été décrétés. Retour sur le parcours de l'homme dans ce sujet de la rédaction. Il aura finalement été au pouvoir jusqu'à ces derniers jours. Le président burundais Pierre Nkurunziza est décédé ce lundi 8 juin d'une attaque cardiaque, selon les informations officielles. Le gouvernement de la République du Burundi présente ses condoléances les plus émues au peuple burundais en général et à sa famille très éprouvée en particulier. Le Burundi vient de perdre un digne fils du pays, un président de la République, un guide suprême du patriotisme national. Âgé de 55 ans, Pierre Nkurunziza était au pouvoir depuis 2005. Il avait rejoint dès 1995 la rébellion des FDD, les Forces pour la défense et la démocratie, les FDD dont il prendra la tête en 2001. Il participe aux négociations qui aboutissent aux accords d'Arusha, avant d'accéder au pouvoir en 2005 où les FDD, devenus depuis le CNDD-FDD, remportent les élections législatives. Il est réélu en 2010 avec 91% des voix lors d'un scrutin présidentiel boycotté par les principaux partis de l'opposition. En 2015, il décide de briguer un 3e mandat présidentiel, pourtant contraire à la Constitution, provoquant des protestations de l'opposition. Quelques mois avant l'élection, il est victime d'une tentative de coup d'État. S'en suivra une violente répression des opposants au régime, faisant des milliers de déplacés. L'élection se tiendra tout de même en juillet. Il est déclaré vainqueur avec 69,41% des suffrages. 3 ans plus tard, après avoir fait réviser la Constitution, il annonce ne pas briguer de 4e mandat. Une décision saluée par son camp qui y voit une volonté de pacification du pays. Il nous laisse sur une voie et je prie de tout cœur que sur cette voie, on reste et que le Burundi continue à avancer dans sa souveraineté, que le Burundi s'appuie sur les institutions qui viennent d'être élues et que le Burundi continue dans la paix. C'est tout ce qu'on peut souhaiter, c'est tout ce que chaque Burundais épris de la paix où chaque ami de notre pays peut souhaiter au Burundi. Présidentielle de 2020. Le général Évariste Ndayishimiye, homme du Sérail, est désigné candidat du CNDD-FDD et remporte l'élection. Pierre Nkurunziza n'aura pas eu le temps de remettre les clés du pouvoir. Victime d'un malaise dans la nuit de samedi à dimanche, il avait été pris en charge à l'hôpital du cinquantenaire de Karuzi. Après une brève amélioration, son état s'était dégradé lundi. Des sources médicales indiquent qu'il aurait été testé positif au coronavirus, comme sa femme, toujours hospitalisée au Kenya. Une information démentie par le gouvernement burundais. Les autorités qui avaient d'ailleurs affirmé que le pays était épargné par la pandémie, allant jusqu'à défier l'Organisation mondiale de la santé. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'Nkurunziza, il a nié l'existence de cette maladie au Burundi, comme quoi le Burundi était protégé par le bon Dieu. Et même la semaine passée, il continuait à pratiquement à fustiger les gens qui portent des masques. Dans un meeting, personne ne portait un masque parce que Nkurunziza ne voulait pas que les gens portent un masque. Mais malheureusement, c'est hier, on l'a amené à l'hôpital de Karuzi et il est décédé quelques heures après. Donc, il n'a pas été sauvé par les médecins. Les médecins n'ont pas pu le faire. C'était un hôpital qui ne soignait pas en général les gens de coronavirus. Le vice-président Gaston Sindimou devrait assurer l'intérim jusqu'à la prestation de serment du nouveau président élu Évariste Ndayishimiye le 20 août 2020. Les autorités burundaises ont décrété dès ce lundi 7 jours de deuil national. Et sachez qu'en réaction à cette disparition, le général Évariste Ndayishimiye, qui doit succéder au président Pierre Nkurunziza, s'est engagé à poursuivre son œuvre, je cite, de grande qualité.
Tentative de médiation pour un retour au calme au Mali, 2 jours après les manifestations ayant réuni des milliers de personnes à Bamako pour réclamer le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Les représentants de l'Union africaine, de la CEDEAO, de la MINUSMA ont rencontré ce mardi Choguel Maïga et l'imam Mahmoud Dicko, leader religieux devenu l'une des principales voix de la contestation. Des rencontres régulières avec également des représentants des autorités nationales pour trouver le moyen de renouer le dialogue. Mais pour l'heure, les contestataires réunis au sein du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques du Mali, maintient leur mot d'ordre, à savoir le départ du chef de l'État. Le Soudan va-t-il obtenir le soutien financier du Fonds monétaire international? Eh bien, Ibrahim El Badawi, ministre des Finances, a annoncé des négociations avec l'institution financière internationale. Il s'agit pour le pays de la Corne d'Afrique d'obtenir un appui pour soutenir les réformes lancées depuis la chute du régime d'Omar El-Béchir. Les détails avec Esther Nathalie Maufoy. Le Soudan fait un nouveau pas qui pourrait lui ouvrir la voie à un soutien financier international. Le pays a entamé des discussions avec le Fonds monétaire international FMI sur un programme non financé, un programme signe de dégel des relations entre le Soudan et le FMI. Le Soudan a entamé des négociations pour convenir d'un programme contrôlé par le personnel qui cherche à ouvrir des portes pour le financement international et l'investissement dans les grands projets de développement, d'infrastructures, de consolidation de la paix et de création d'emplois pour les jeunes. Le Soudan a besoin du soutien du FMI pour réorganiser son économie plombée par un taux d'inflation qui avoisine les 100%. L'inflexion du FMI vis-à-vis de Khartoum se remarque également à l'échelle continentale. L'institution de Bretton Woods a multiplié par 10 son soutien à l'Afrique où les économies sont fragilisées par la pandémie de Covid-19. 27 pays à ce jour ont bénéficié d'un financement du fonds. Ils l'ont reçu pour un total d'environ 10 milliards de dollars. Ce chiffre de 10 milliards que je viens de donner, c'est en fait 10 fois plus que ce que nous avons versé en moyenne à la région. Sur une base annuelle, notre décaissement moyen dans le passé a été d'environ 1 milliard par an. Le Soudan a des dettes d'environ 62 milliards de dollars, y compris des arriérés d'environ 3 milliards de dollars envers les institutions financières internationales. Considéré par les États-Unis comme soutien du terrorisme, le pays est privé de facilités offertes par les principaux bailleurs de fonds internationaux depuis près de 20 ans. La République démocratique du Congo vient d'entrer dans son 4e état d'urgence sanitaire, une prorogation de 15 jours votée par le Parlement et approuvée par le Sénat, alors que la barre des 4000 cas confirmés de Covid-19 a été franchie. Voyez ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo, commenté par Nathalie Mo. En République démocratique du Congo, les 2 chambres du Parlement ont validé le week-end dernier la prorogation d'état d'urgence sollicitée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. 2 semaines de plus, synonyme de paralysie ou ralentissement d'activité dans une capitale où la population vit au quotidien. La première des choses, notre gouvernement devrait d'abord penser aux entreprises publiques parce que ces entreprises sont par terre, l'économie est par terre, l'économie ne fonctionne pas. Alors, notre gouvernement devrait prendre une mesure qui peut permettre que ces entreprises ne puissent pas être en faillite. Parce que c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Il y a d'autres sociétés où jusqu'à présent ils n'ont pas touché leur salaire depuis que le Covid a commencé. Alors, c'est ça que moi je demande à notre gouvernement, qu'il fasse des moyens, qu'il puisse soutenir les entreprises. C'est la 3e prorogation d'état d'urgence sanitaire depuis le début de la pandémie de coronavirus en RDC. Une mesure justifiée par l'augmentation des cas contaminés. Bien que difficile à accepter, d'aucuns comprennent tout de même l'importance de cette mesure. État d'urgence, vraiment, par rapport à la prorogation. Avec la prorogation d'état d'urgence, c'est encore le quotidien de la population qui en souffre. C'est tout le monde qui pleure car tout devient difficile. Que voulez-vous? On doit s'y soumettre car c'est aussi compréhensible au regard de l'augmentation du taux des contaminés. Mais les autorités doivent trouver les moyens pour la reprise des activités.
Avec un premier cas détecté le 10 mars, le Covid-19 a, selon le rapport de cellules de riposte, atteint 4106 personnes. 17 provinces sur 26 que compte la République démocratique du Congo sont touchées, alors que la commune de Gombe, dans la capitale, est en déconfinement progressif qui cependant ne permet toujours pas la reprise des activités. Fini les tracasseries administratives au Ghana. Le pays a lancé ce 8 juin la plateforme Ghana.gov, une plateforme unique d'e-paiement qui centralise les services financiers publics. Elle permettra aux citoyens de s'acquitter plus aisément de leurs impôts et autres taxes et à l'État d'augmenter les recettes publiques. On fait le point tout de suite avec Philomène Tine. Le Ghana a fait un pas de plus dans sa politique de numérisation de ses différents secteurs sociaux et économiques, dans le but de fournir un point d'accès unique à tous les services des ministères, départements et agences publiques et de garantir les paiements d'impôts, de taxes et autres obligations financières en ligne. L'entrée en service d'une plateforme Ghana.gov a été annoncée pour ce 8 juin 2020 par le gouvernement. La numérisation a l'avantage qu'elle va accélérer les procédures de paiement. Elle va assurer la traçabilité de ces procédures de paiement. Elle va permettre le contrôle des flux financiers. Ce nouvel outil pourrait contribuer à la croissance des recettes publiques, à l'augmentation des économies de dépenses et à la lutte contre la corruption en réduisant l'interface humaine dans l'administration des services publics au Ghana. Mais la numérisation de toutes les recettes fiscales et budgétaires n'est pas nécessairement une voie pour contourner la corruption, parce que la corruption en Afrique est beaucoup plus endémique parce qu'elle touche presque tous les secteurs d'activité et systémique parce qu'elle touche tout un système. Donc le problème de la corruption doit aussi d'abord toucher les questions de mentalité et bien sûr éviter que les gens aient accès à de l'argent liquide. À noter que le Ghana a déjà engagé plusieurs initiatives de numérisation de son économie et de son administration. Parmi celles-ci figure l'introduction d'opérations portuaires sans papier, le système intégré d'immigration électronique, l'approvisionnement électronique, le parlement électronique, l'e-justice, l'e-cabinet, le système d'interopérabilité des bases de données gouvernementales. Dans le reste de l'actualité, les primes collectées par les sociétés d'assurance sur le continent se sont chiffrées à 68,4 milliards de dollars au terme de l'année 2018. Un résultat en hausse par rapport à celui de 2016, mais encore en dessous du potentiel et des attentes du marché. Les détails avec Aïssatou Bari. Selon un récent rapport d'analyse publié par la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, les primes collectées par les entreprises du secteur ont été de 68,4 milliards de dollars dans la région en 2018. Cette performance est en progression de 5% comparée à celle de 2017. Le marché des assurances en Afrique souffre quand même de distorsion. En ce sens que l'assurance à l'occidental chez nous n'existe pas, ça ne rentre pas dans notre culture. Ici chez nous ce n'est pas pensable, à tout le moins c'est pensable, mais ce n'est pas encore rentré dans nos mœurs. C'est une activité à laquelle très peu de gens se soumettent. En 2017, les primes du continent ont progressé de 12,26% contre 4,01% au niveau mondial. Le volume total des encaissements atteint 66 691 millions de dollars contre 59 408 millions de dollars en 2016. Un niveau relativement faible comparé au pic de primes d'une valeur globale de 81,4 milliards de dollars collectés en 2008 et qui n'a plus été dépassé depuis lors. Regardez sous ce prisme-là, vous comprenez donc très bien pourquoi est-ce que les primes récoltées en 2018 ont augmenté par rapport à l'exercice 2016, mais à regarder de près par rapport au potentiel du marché, c'est largement en dessous du potentiel. C'est simplement parce que le volet assurance vie a de la peine à s'ancrer d'abord dans nos comportements, dans nos habitudes de vie et bien entendu à se développer par voie de conséquence. De l'avis de certains experts, le faible taux de pénétration de l'assurance est dû notamment à une faible qualité d'information. Les sociétés d'assurance ne parviennent pas toujours à réduire le nombre de mauvaises déclarations de sinistres. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.